Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos, bienvenidas a la inauguración del encuentro cultural Una visión desde las dos orillas. La Embajada del Reino de Marruecos y Casa Árabe tienen el gusto de presentar o de inaugurar hoy esta jornada que se desarrollará en el auditorio de Casa Árabe en Madrid. Evidentemente, las relaciones de España con Marruecos son prioritarias para España y lo son también para Casa Árabe. Afortunadamente, lo que no sucede con otros países árabes, estas relaciones son tan intensas y tan estrechas que abordan todos y cada uno de las cuestiones, digamos, de la vida en general, es decir, las cuestiones culturales, económicas, internacionales, globales, etc. España y Marruecos son países vecinos, son países amigos, son países que han compartido una historia y que evidentemente van a seguir compartiéndola, y todos esperamos que esto sea en beneficio de ambos pueblos. Casa Árabe, por otro lado, ha dedicado una programación, como no puede ser menos importante, también a Marruecos. Tuvimos la oportunidad de presentar en 5 ciudades de Marruecos a lo largo del año pasado las 2 grandes exposiciones que han ido itinerando, una de Córdoba a Córdoba sobre el legado islámico árabe en árabe islámico en Córdoba, y la otra, una que sigue circulando por muchos países y que empezó su andadura internacional prácticamente en Marruecos, que es Arquitectos Españoles en el norte de África y Oriente Medio. Yo tuve también en los últimos meses oportunidad de desplazarme en 3 ocasiones a Marruecos, y no pasa semana sin que tengamos alguna actividad. De hecho, mañana presentaremos un libro cofinanciado, coeditado por Casa Árabe sobre las coplas de Yebala. Así que estamos, insisto, todos los días trabajando intensamente, y es por eso que a Casa Árabe y a mí como director me llena de gran satisfacción poder iniciar esta jornada hoy con la presencia de la doctora Lamia Radi. La doctora Radi es doctora en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París y tiene un magíster en Relaciones Internacionales y Acción en el extranjero por la Universidad de la Sorbona. En la actualidad es directora de Cooperación y Acción Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos y secretaria permanente de la Conferencia Ministerial de los Estados Africanos de la Ribera Atlántica. Con anterioridad fue directora de Desarrollo en el Instituto Real de Estudios Estratégicos y consejera de Asuntos Exteriores en la Dirección de Cooperación Cultural, Científica y Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Fue asimismo consejera cultural de Marruecos en París y ha sido consejera técnica ante el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca Marítima. Durante su etapa como investigadora destaca su paso por el Centro de Estudios de Ciencias Humanas y Sociales de Rabat y cuenta con diferentes distinciones honoríficas. Ella inaugura precisamente esta jornada con una conferencia sobre el diálogo de las culturas, diversidad cultural y religiosa. Así que, sin más, le doy la palabra a doña Lamia Radi. Muchas gracias. Merci, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'Ambassadeur. Si vous le permettez, je vais donc m'exprimer en français. Donc je laisse le temps à ceux qui souhaitent mettre en place la traduction. Je crois que c'est bon? Très bien. Donc je voulais bien sûr vous remercier, Excellence, de nous accueillir aujourd'hui pour cette journée, cet itinéraire culturel sur le Maroc. Et remercier donc de cette coopération qui se met en place et pour tout ce que nous allons faire dans l'avenir ensemble. Parler de diversité culturelle et de dialogue interreligieux en ce moment est un sujet qui a une actualité particulièrement sensible. Et donc ce n'est pas anodin si je l'ai voulu volontairement, en tant que représentante du ministère
des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc intervenir sur ce sujet. Parce qu'en fait, depuis un an, on constate que le monde entier, et en particulier notre région, la Méditerranée, le monde arabo-musulman, a subi de gros bouleversements intenses et très rapides. Et l'on peut dire même que nous, on va dire nous, les gens qui réfléchissons, qui essayons de voir, nous sommes tous, et même au-delà de nous, les populations, nous sommes tous saisis par un sentiment d'effroi face à une irruption de violence inédite, une violence terrible dans les discours, dans les idéologies et dans les actes. On fait face, nous sommes tous face maintenant à des pratiques que nous pensions tous être d'un autre âge ou avoir disparu. Par exemple, le fait d'enlever des jeunes femmes, 200 jeunes femmes pour les réduire en esclavage de façon assumée, procéder à des égorgements en direct. Tout ça étaient des pratiques qu'il semblait pour nous être dépassées, terminées, d'un autre âge. Et on a souvent un sentiment, beaucoup de gens ont des sentiments non seulement d'effroi, mais d'incompréhension devant ce qui semble être une irruption de violence, une absence de sens, un déchaînement de barbarie. Et enfin, un des sentiments que nous avons, nous tous, c'est-à-dire les partisans d'un islam, je ne veux pas dire modéré, mais je dirais tout simplement normal, d'une pratique normale de notre foi, disons le camp des progressistes et des gens ouverts pour lesquels toutes ces questions n'ont jamais posé de problème auparavant, nous avons parfois le sentiment que ce qui vient de se passer, en particulier ce qui s'est passé récemment en France, vient de balayer des décennies de travail, de coopération, et que l'image que nous avons brusquement, toute cette image et tout ce travail que nous avons fait pendant des années, pour lequel nous sommes beaucoup investis, a été balayé par les massacres d'une poignée de barbares. Alors, je dirais que tout ce sentiment de confusion peut être rassemblé dans cette citation de Shakespeare qui disait au sujet de l'humain, « Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing ». C'était ce même sentiment qu'avait Shakespeare quand il disait donc que la vie était une histoire racontée par un fou, plein de fureur et de bruit et qui ne signifiait rien. Mais voilà, nous sommes des serviteurs d'un État, nous sommes tous des gens engagés dans cette salle, et donc nous ne pouvons pas rester sur ce constat. Alors il y a deux possibilités pour nous à partir de là. La première chose, c'est essayer de comprendre ce qu'il se passe, et la deuxième étape, c'est demander ce qu'on peut faire ensemble. Donc la première étape, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Nous savons tous, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais eu dans une autre vie un passé de chercheur avant d'être serviteur de l'État. Et effectivement, dans le milieu de la recherche, il y a une chose que l'on apprend très vite et que les politiques apprennent également, c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ça n'existe pas. Donc ce que nous venons ce à quoi nous assistons, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose qui a brusquement émergé de nulle part, ça a une histoire, et cette histoire, on peut la remonter très facilement. Vous-même, tout le monde se souvient des attentats de 2001, tout le monde se souvient de 9/11, hein, tout le monde se souvient de tout ce qui a commencé, de toutes ces guerres qui ont commencé, tout le monde se souvient dans le milieu universitaire, auquel je dois rendre un hommage quand même, en particulier au milieu universitaire espagnol, dans la recherche sur le monde arabe musulman. Tout le monde avait prédit ce qui se passait, tout le monde avait diagnostiqué la montée du fait religieux dans le champ politique. Il y avait même de la littérature, on avait parlé des identités meurtrières, comme en parlait Amin Maalouf. Donc tout ça, c'est quelque chose qui était, je ne dis pas prévisible, mais qui a été identifié au fur et à mesure qu'il se mettait en place. Et on a l'impression qu'il s'agit comme d'une mécanique diabolique que rien n'a pu empêcher, que malgré le fait que nous le savions, nous n'avons pas pu l'empêcher. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, on avance beaucoup d'éléments pour expliquer ce qui se passe. L'impact, les effets secondaires
tectonique des décolonisations, les impacts sur la déstructuration mentale des individus, les problèmes d'une jeunesse fragilisée par une adhésion à des modes consuméristes, mais qui n'ont pas les ressources économiques pour consommer, et qui sont mentalement acquis, on va dire, à la consommation, mais qui n'ont pas les moyens économiques d'y être. Et il y a surtout, je crois maintenant, dans nos sociétés, il faut regarder les choses en face, clairement, une bataille qui s'est ouverte entre deux projets de société qui s'affrontent. Nous avons deux projets maintenant. Et nous nous battons pour un, et nous devons faire face à un autre. Ces deux projets, c'est très simple. D'un côté, vous avez un projet pluriel et de l'autre, un projet unitaire. Le projet pluriel, celui que nous défendons au Maroc, le gouvernement marocain défend et que nous avons consolidé dans la Constitution de 2011, c'est un projet de diversité. Une diversité culturelle, une pluralité linguistique, une pluralité ethnique, pluralité religieuse, pluralité politique, pluralité économique, c'est-à-dire le pluralisme et la diversité consacrée dans le préambule de notre Constitution. Face à nous, il y a des gens qui refusent la diversité et le pluralisme et qui veulent l'unité. Donc une langue, une religion, une ethnie, une race, un pays, voilà. Et la bataille est là, entre les partisans de la diversité et ceux qui défendent, disons, l'unicité. Alors, que faire? Je disais tout à l'heure, bien sûr résister, bien sûr continuer, se battre, peut-être nous battre ensemble, et défendre notre projet de société, et défendre notre vision de l'humain et les valeurs que nous portons tous ensemble. Il y a un discours du vivre ensemble, qui n'est pas un vain mot, parce qu'on a utilisé souvent beaucoup de concepts et des mots, le vivre ensemble, blablabla, on ne sait plus ce que veulent dire ces mots-là. Ces mots-là veulent dire des choses, mais elles ont des présupposés. Ces concepts ont des présupposés. Vivre ensemble, défendre le projet de société que nous défendons, qui est un projet de pluralisme et de diversité, ça implique une familiarité avec la complexité. Et c'est en ça que c'est difficile. Vous le savez parce que vous êtes aussi une démocratie. Et donc la démocratie, c'est le pluralisme. Et donc c'est plusieurs points de vue, plusieurs langues, plusieurs méthodes, plusieurs cultures. C'est s'accepter soi, s'ouvrir à l'autre, accepter la différence, vivre ensemble. C'est un mécanisme complexe. C'est beaucoup plus facile d'être tous les mêmes, de tous penser la même chose et d'être tous des éradicateurs. Mais pour ça, pour protéger notre système, qui est pluriel et divers, il faut donc éduquer. La complexité, c'est une éducation. Et donc, il y a un travail important à faire pour éduquer les jeunes et les ouvrir à la diversité. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs eu ce matin un certain nombre de rencontres avec des interlocuteurs espagnols. Nous sommes très demandeurs de renforcer une coopération en particulier linguistique, culturelle, avec des intervenants espagnols pour justement aider notre jeunesse à être le plus en contact possible avec des cultures étrangères, des langues étrangères, s'ouvrir au monde, s'articuler à la mondialisation. Un rapport de 2012 de l'UNESCO pointe du fait que le monde arabe est la zone du monde où il y a le moins de traduction d'œuvres étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous parlons à nous-mêmes. Nous avons besoin de traduire davantage, nous avons besoin d'ouvrir notre jeunesse sur le monde, leur faire rencontrer l'autre, que l'autre ne soit pas un étranger ou un ennemi, mais que l'autre devienne intéressant, intriguant, voire même qu'on lui soit indifférent, mais développer le rapport à l'autre, et c'est ça la diversité. Mais c'est un processus complexe, alors que les autres prônent quelque chose qui est très facile, à savoir le repli sur soi et le refus de l'autre. Nous croyons qu'une nation n'est pas une ethnie. Ce n'est pas la même chose. Si on commence à dire que chaque ethnie doit avoir son morceau de territoire, là, on ne vit plus, ce n'est plus du vivre ensemble, c'est chacun chez soi, chacun sur son territoire et chacun chez soi. Nous sommes une nation, et une nation, comme vous le savez vous aussi, c'est plusieurs ethnies, c'est plusieurs langues, c'est plusieurs cultures qui vivent ensemble sur un territoire en commun dans le respect l'un de l'autre. Alors que faire face
à ces projets de société qui nous attaquent, et que faire face surtout, que faire face à l'attractivité du discours radical qui tente d'embrigader notre jeunesse. Parce que c'est ça le problème. On peut discuter des heures sur le dialogue des religions et des cultures, mais que je sache, ce ne sont pas les imams, les prêtres ou les rabbins qui posent des bombes. Alors, ils peuvent discuter entre eux. Ce ne sont pas eux qui se suicident. Eux, ce sont des gens de paix qui discutent entre eux. Donc, ce qu'il faut se poser comme question importante pour nous, pour nos sociétés, notre avenir, c'est notre jeunesse. Et comment faire pour que ces jeunes cessent d'avoir envie de se faire exploser au bout du monde, et pour des raisons absolument farfelues, ou soient prêts à faire des choses absolument ignobles, alors que 6 mois auparavant, c'était des gens tranquilles. Il faut, je crois, réaliser que ces groupes radicaux et terroristes ont une politique d'embrigadement et développent un discours qui donne des identités de substitution à des jeunesses fragilisées. Comme je le disais tout à l'heure, nos jeunes, et vous certainement aussi, sont fragilisés par une mondialisation extrêmement rapide à laquelle ils adhèrent mentalement, puisqu'ils sont tous dans leur technologie, la télévision, etc. Ils veulent rentrer dans ce monde, ils y sont déjà, mais ils n'ont pas les moyens d'y entrer, puisqu'ils n'ont pas la formation adéquate, qu'ils n'ont pas les technologies et ils n'ont pas donc les ressources, ils n'ont pas l'insertion professionnelle pour le faire. Souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui ont quitté l'école tôt, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune formation et qui n'ont donc pas les moyens et les outils mentaux pour résister à des discours complètement farfelus, qui ne marcheraient pas chez nous. Mais comme ces gens-là n'ont pas eu une éducation poussée, il est évidemment facile de leur faire croire qu'ils vont reprendre le flambeau de Salah ad-Din pour libérer Jérusalem. Alors, on développe pour ces gens-là une sorte de romantisme politique. Alors je sais que ça peut beaucoup choquer en Europe, mais voyez-vous, chez nous, nous considérons que le mécanisme qui fait que les jeunes trouvent attractif de s'embrigader pour le Baghdadi ou dans Daesh via les vidéos de recrutement sur YouTube, c'est le même mécanisme qui faisait que nous, à nos âges, quand nous avions 18 ans, nous voulions tous être des Che Guevara. Parce que voyez-vous, les jeunes à 18 ans ont besoin d'une cause. Et ces jeunes n'ont pas de cause. Alors c'est aussi à nous de leur donner une cause légitime, mais plutôt que de leur donner envie de mourir pour une cause, il faut leur donner envie de vivre pour des valeurs. Et ça, c'est aussi notre responsabilité en tant que politique. Ces jeunes, si on identifie un petit peu leur attitude, souvent se sentent victimes d'un présent. C'est-à-dire ce sont des gens qui vous disent, on dirait facilement « no future », c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas une très bonne formation, qui n'ont aucune capacité de projection, d'insertion professionnelle, ils n'ont aucun avenir dans une société que du coup ils rejettent. Donc il faut donner à nous de travailler ensemble pour construire les outils qui permettent à ces jeunes de se repositionner dans un mécanisme historique, de ne plus se sentir non pas les victimes d'un présent, mais les héritiers d'une histoire. Parce que qui sommes-nous ? Nous sommes les héritiers d'Athènes, de Rome, de Jérusalem, de la Mecque, de Tombouctou et de Grenade. C'est ça qu'il faut leur dire à ces jeunes. Que nous sommes, nous, au Maroc, mais aussi chez vous, nous sommes les héritiers de toutes ces ramifications et qu'ils peuvent en être fiers, qu'ils ne sont pas juste les descendants ratés d'une migration bancale, qu'ils sont beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut, comme quelque part, faire l'inverse de Google Maps. Google Maps qui s'approche, quand vous rentrez sur Google Maps, vous vous approchez jusqu'à retrouver la piscine dans la villa. Là, il faut faire le contraire avec ces jeunes. Parce que les jeunes, ils sont enfermés dans un micro-instant. Il faut leur permettre de prendre du recul et de se replacer dans une perspective historique. Il faut, nous tous, nous replacer dans une perspective historique. Replacer ce que nous vivons dans cette perspective historique. Et permettre, enfin,
j'en finirai par là, à ces jeunes une formation. Quand on est un jeune, qu'on est en échec, qu'on a tout raté dans la vie, enfin, on a 18 ans, on a l'impression qu'on a tout raté parce qu'on n'a pas de formation, on est sorti de l'école trop tôt, on ne pourra rien faire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la formation, et il faut de la formation professionnelle. Et c'est ça l'avenir qui sauvera peut-être une partie de nos jeunes. C'est la formation professionnelle pour donner une deuxième chance à ces jeunes qui, pour des raisons qui sont les leurs, n'ont pas pu suivre un parcours classique qui, de toute façon, chez nous, souvent, le parcours classique fait ce qu'on appelle des diplômés chômeurs. Donc ça aussi, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on a pour cela tout un projet au Maroc de réforme de la formation professionnelle qui, d'ailleurs, pour la première fois, a été rattaché au ministère de l'Éducation nationale et non pas au ministère du Travail, pour bien montrer que la formation professionnelle concernait des jeunes. Donc voilà, ce que je propose donc au terme de cette intervention, c'est qu'on en parle. Mais avant de parler, je voudrais quand même faire une remarque. C'est que souvent, en Europe, on nous accuse de dire, on nous dit souvent, oui, où sont les intellectuels, où sont les progressistes dans le monde musulman, on ne vous entend pas, etc., etc. Ce que je voudrais dire, c'est que nous existons. Mais peut-être qu'en Europe, on ne veut pas nous voir. Je ne veux pas être agressive, mais il me semble que si j'avais été un hystérique barbu, peut-être que la salle aurait été plus pleine. Parce que, quelque part, à se demander qui vous voulez voir. Nous existons. Nous sommes là, nous nous battons, mais ce n'est pas très glamour. Peut-être. C'est plus intéressant de voir des hystériques barbus qui disent qu'ils vont lapider les femmes et couper les bras et les jambes. C'est un phénomène de médiatisation dans lequel nous sommes victimes, nous aussi. Alors, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est ça. C'est que les gens qui existent, qui se battent pour des valeurs progressistes existent dans nos pays, qu'ils travaillent tous les jours, dans la discrétion, qu'ils résistent, qu'ils se sacrifient. Et je voudrais vous raconter l'histoire, le proverbe, qui est un proverbe, un petit conte brésilien, sur le colibri. Je ne sais pas si ça s'appelle aussi beija-flor. Au Brésil, on appelle beija-flor le colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau comme ça, tout petit, qui a une petite trompe et qui vit dans la forêt. Et un jour, un feu a pris dans la forêt. Et tous les animaux s'enfuyaient pour fuir le feu, sauf le colibri. Et le colibri allait jusqu'à la mare, remplissait une goutte d'eau dans sa toute petite trompe, repartait dans le feu où il jetait une goutte et repartait à la mare, etc. En voyant cela, les animaux qui s'enfuyaient se sont arrêtés, se sont moqués de lui. Et lui ont dit, mais est-ce que tu es fou? Est-ce que tu t'imagines que tu vas éteindre le feu avec ta misérable petite goutte? Peut-être pas, a répondu le colibri. Mais moi, au moins, je fais ma part. Je vous remercie.